Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de participer à ce marathon des sciences de Florence. Bien sûr, j'aurais préféré être sur place et m'adresser à vous de façon plus directe. La question que je vais tenter de traiter aujourd'hui est la suivante. L'univers a-t-il pu surgir du néant? Bon, c'est une question difficile, si difficile même que je peux vous annoncer, sans éprouver la moindre culpabilité, que je ne répondrai pas à cette question durant ma conférence, pas même dans la conclusion. Les choses que je vais vous dire sont extraites pour partie et sous une forme remaniée d'un ouvrage que j'ai publié il y a quelques mois qui s'intitule Ce qui est, sans être tout à fait, Essai sur le vide, paru aux éditions Actes Sud. Mon point de départ sera le suivant. Il me semble qu'il est obligatoire d'associer la question de l'origine de l'univers à celle du néant. Pas seulement parce qu'un certain Martin Heidegger a écrit cette phrase définitive. L'essence de l'être même, dit-il, comporte dès l'origine le néant. Fin de citation. Mon argument est plutôt que prendre la question de l'origine de l'univers au sérieux, ça ne consiste pas simplement à tenter de décrire les phases les plus anciennes de notre univers, ce que les physiciens d'ailleurs font de mieux en mieux. C'est d'abord et surtout interroger la transition radicale qu'elle suppose entre l'absence de toute chose et la présence d'au moins une première chose. Autrement dit, il s'agit d'investir, sans se payer de mots, la zone limitrophe du non-être et de l'être. Vaste programme, me direz-vous, puisque en effet cela revient à affronter le mystère du néant et de ses métamorphoses possibles. Comment le néant, supposé avoir bel et bien existé avant l'univers, s'y est-il pris pour cesser d'être le néant? Par quelle dynamique interne a-t-il pu se séparer de lui-même? Bien sûr, si dans le sillage de penseurs comme Parménide, vous pensez que le néant n'existe pas, n'a même jamais existé, qu'il y a toujours eu de l'être, de telles questions n'auront pas le moindre sens pour vous. Car s'il n'y a jamais eu de néant, alors il y a toujours eu quelque chose qui n'était pas le néant, et l'univers n'a pas connu de commencement, il existe de toute éternité. C'est le premier point auquel j'accorde beaucoup d'importance, sur lequel je voudrais insister en le résumant par une seule phrase. Penser l'origine de l'univers revient d'abord à admettre l'absence d'être, à admettre l'absence radicale et totale d'univers, et à imaginer ensuite comment cette absence a pu se transmuter en une première présence, celle de l'univers lui-même, ou celle d'un élément primitif qui en ferait partie. Le paradoxe d'un tel commencement, qu'on pourrait qualifier de pur, c'est-à-dire d'un commencement que rien ne précède, c'est qu'il se situe avant tout événement, là où et quand il n'y avait encore rien. Mais là où et quand il n'y avait rien, comment peut-il y avoir eu quelque chose, en l'occurrence un commencement? On voit par là que l'idée d'un commencement avec un grand C semble dépasser les capacités intellectuelles de notre modeste entendement. Bien sûr, avec ce genre de problème, on peut toujours ruser. Par exemple, on a le droit d'imaginer que le néant d'avant l'univers n'était pas seul, qu'il n'était pas seul au monde, si j'ose dire. Autrement dit, qu'il cohabitait avec autre chose que lui-même, par exemple avec un principe fondamental, ou avec un être transcendant, ou bien même avec les lois physiques que nous connaissons aujourd'hui, supposées avoir été actives dès avant le Big Bang. Le néant ainsi aidé, ainsi accompagné, ainsi entouré par autre chose que lui-même, aurait acquis le pouvoir de faire apparaître l'univers. Mais par quel mystérieux mécanisme? Les théories physiques, par exemple, ne le précisent guère. Elles n'indiquent pas comment elles ont pu ou elles auraient pu engendrer l'univers matériel censé leur obéir. Les récits de la création ne l'indiquent pas non plus, comme nous le verrons. Au demeurant, un néant accompagné par autre chose que lui-même mériterait-il encore d'être nommé le néant? Le néant peut-il exister autrement qu'en étant la seule chose qui existe? Ces questions apparaissent en filigrane dans toutes les cosmogonies. Selon certaines, l'univers n'a pas été créé comme le boulanger fait son pain. Il ne provient pas d'une réalité préalable qu'un agent créateur serait venu informer ou modifier. Il aurait été au contraire bâti tout simplement à partir de rien. C'est ce qu'on appelle, comme vous le savez, une création ex nihilo, expression fort étrange et même paradoxale, qui ressemble à une sorte de tour de passe-passe verbal, puisqu'elle suggère que l'absence de toute chose a pu créer
une première chose. Mais comment donc? Par quel stratagème, là encore, le néant, où absolument rien n'existe, aurait-il pu créer quoi que ce soit? À moins que le nihil qui figure dans l'expression ex nihilo désigne non le néant, mais une espèce de rien qui serait déjà quelque chose, qui serait en somme mieux que rien, comme dirait Raymond DeVos. Ce mieux que rien qui serait déjà quelque chose, ce peut être par exemple la terre informe et vide dont parle la Genèse, à laquelle Dieu mit un terme par un acte de rassemblement des eaux, qui fit apparaître le sec et ordonna le monde. On peut aussi évoquer l'idée d'une cause première. Mais c'est quoi une cause première? Par définition, c'est une cause qui n'a pas à être elle-même fondée. C'est une cause qui est cause de soi en quelque sorte, une cause qui est déclenchante sans être déclenchée. Alors, on peut se demander si l'idée de cause première ne trahit pas l'idée même de causalité. Parce qu'une cause qui n'est pas elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée traduit le cycle causal tel qu'on peut le concevoir. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule cause première, c'est celle qui nous est adressée lorsque nous sommes dans un aéroport à attendre d'embarquer dans un avion et un haut-parleur vient nous indiquer que notre vol sera retardé à cause, dit-il, d'une arrivée tardive de l'appareil. Et là, vous avez un cas où la cause du retard, c'est le retard qui devient du coup une cause première. Alors si on ne s'empresse guère d'expliquer comment le néant a pu devenir quelque chose, c'est sans doute parce qu'il est difficile de concevoir que le néant puisse être le sujet du verbe changer. Je m'explique. Vous vous souvenez que les Grecs avaient identifié un paradoxe entre la notion d'identité et celle de changement. Très simple d'ailleurs à repérer. Si une chose demeure identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé. Si au contraire elle a changé, c'est qu'elle n'est plus identique à elle-même. Donc il y a une sorte de contradiction entre la notion d'identité de soi à soi et puis la notion de changement. Comment avons-nous résolu cette contradiction? Par un stratagème un peu curieux, par un stratagème, disons, verbal, puisque dans notre langue, comme dans beaucoup d'autres, le sujet du verbe changer est précisément ce qui ne change pas quand nous disons qu'il change. Par exemple, une personne qui, il y a quelques mois, avait une coupe de cheveux très courte, se laisse pousser les cheveux, on dira qu'il a changé. En fait, c'est toujours la même personne. Ce qui a changé, c'est quelque chose de lui et non pas lui-même. Autrement dit, l'idée même de changement suppose la continuité de celui ou de celle qui change. Si on parle du néant, dès lors qu'il n'a pas de propriété, comment pourrait-il changer en restant lui-même? C'est impossible, d'où la difficulté qu'il y a à penser la transition entre le néant et, disons, l'être. Bon. Reste que, un jour de l'an 1714, le philosophe que vous connaissez, mathématicien également, qui s'appelle Leibniz, a posé une question qui est devenue depuis une question presque hypnotique. Cette question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Autrement dit, d'où vient qu'il existe un monde authentique avec à l'intérieur des choses, des êtres vivants, de l'espace, du temps, des sentiments, etc. Comment expliquer que le néant n'ait pas gagné la partie définitivement, alors que, comme le précise Leibniz, le rien est plus simple et plus facile que n'importe quelle chose. Fin de citation. Il est vrai que si le monde n'existait pas, il serait certainement moins compliqué que ce qu'il se trouve être. Mais alors, d'où vient que le difficile et le non simple aient raflé la mise? Pourquoi le néant n'a-t-il pas définitivement imposé son jeu? En d'autres termes, d'où vient que le néant a fini par disparaître? En guise de réponse, certaines traditions avancent parfois l'idée que la réalité a pour fonction de combler la béance, de remplir l'excès de vide qu'il y a dans le vide, mais vous m'accorderez là que c'est un peu jouer avec les mots, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais ça ne produit pas une réponse sérieuse. Et à la question générale, pourquoi y a-t-il quelque chose? On pourrait tout aussi bien répondre avec les mots de Nicolas de Couz, ce penseur allemand de la fin du Moyen Âge, qui écrivait que s'il y a quelque chose, c'est parce que la pluralité des choses est née de la présence de Dieu dans le néant. Mais là encore, si le néant n'est pas seul, si Dieu est dans le néant, c'est-à-dire que le néant n'est plus un vrai néant, et on tombe sur les contradictions que j'évoquais tout à l'heure. De plus, répondre ainsi serait prendre le risque de se faire tirer les oreilles par les métaphysiciens qui nous expliquent que, par souci de cohérence, on ne saurait se servir de quelque être particulier ou de quelque chose de particulier pour justifier qu'il y ait quelque être ou quelque chose. On voit par là que la question de Leibniz, en envisageant la possibilité du rien en amont de l'être,
introduit une nouvelle façon d'interroger la raison de toute chose qui se trouve dotée d'une existence. Elle embrasse aussi à elle seule toutes les vertus et tous les défauts de l'interrogation qu'on appelle métaphysique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois immensément profonde et gratuitement frivole. Reste que cette façon d'interroger l'existence même de l'être à partir du néant, de tenter de justifier sa supériorité ontologique sur le rien, a imprimé un pli définitif dans la pensée. On en trouve chez Bergson le résumé le plus percutant, je le cite. L'existence m'apparaît, dit-il, comme une conquête sur le néant. Je me dis qu'il devrait même ne rien avoir. Je répète, je me dis qu'il devrait même ne rien y avoir, et je m'étonne alors qu'il y ait quelque chose. Je ne puis me défaire de l'idée que le plein est une broderie sur le canevas du vide, que l'être est superposé au néant, et que dans la représentation de rien, il y a moins que dans celle de quelque chose. De là, tout le mystère. Fin de citation. Mystère, en effet, qui a engendré d'interminables digressions et des forêts de livres écrits par Platon, Aristote, je reprends. Mystère qui a engendré en effet d'interminables digressions et des forêts de livres écrits par Platon, Aristote, Plotin, Proclus, Saint-Augustin, Maître Eckhart, Pascal, Leibniz, Kant, Hegel, Bergson, Heidegger, Carnap et beaucoup d'autres, qui tous ont affronté cette question ultra-métaphysique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'abondance de la mitraille ne compense pas toujours l'imprécision du tout. Je reprends. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en l'occurrence, l'abondance de la mitraille ne compense pas toujours l'imprécision du tir. D'autant qu'à cette occasion, certains de ces penseurs ont produit des phrases, des sentences, qui laissent parfois songeur. Par exemple, celle-ci de Heidegger. Le néant ne forme pas seulement le concept antithétique de l'étang, mais l'essence même de l'étang comporte dès l'origine le néant. Et il continue, c'est dans l'être de l'étang que se produit le néantir du néant. Bon, fin de citation. Si on comprend bien, le néant devrait donc cesser d'être pour que l'être apparaisse. Soit. Mais pour cesser d'être, ne faut-il pas déjà être? Or, si le néant est-ce qu'il ne contredit pas sa définition? Ou bien faut-il comprendre que l'être doit apparaître pour que le néant soit détruit? Ça ne coule pas de source. Comment le non-objet qu'est le néant pourrait-il être néanti? Bon. Il se trouve que les récits ancestraux qui racontent la naissance de l'univers ne s'y sont pas trompés. Ils évitent tous de tomber dans le piège de la création ex nihilo en affirmant d'emblée qu'au tout début, il y avait ceci ou bien cela. Ils imaginent le monde originaire déjà rempli de quelque entité préalable. On a l'embarras du choix, enfin ils ont l'embarras du choix. Cet être préalable, ça peut être une divinité, un dieu, un océan plus ou moins tumultueux, une matière informe, un chaos originel, un œuf authentique ou symbolique, un tohu-bohu où titube déjà la matière, l'espace et le temps, etc. Mais une question se pose. Un début qui fait suite à quelque chose, mérite-t-il vraiment son nom? À l'examen, non. D'autant que, de deux choses l'une, ou bien la chose dont on dit qu'elle existait avant toutes les autres a toujours été présente, n'a donc pas eu de commencement, et dans ce cas, l'univers n'a pas eu d'origine proprement dite, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose, dont on dit qu'elle est en amont des autres, est elle-même la suite ou la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et alors elle ne peut plus être considérée comme l'origine. Ainsi, on voit que le seul fait de désigner, de nommer l'origine de l'univers, contredit l'idée même qu'il put y en avoir une. La nommer, cette origine, c'est la supprimer. Et il en va de même pour les scientifiques. À les écouter disserter, on découvre qu'ils parlent toujours et seulement de généalogie, de filiation, de métamorphose, de structuration de constituants alimentaires en systèmes plus complexes, jamais de création ex nihilo. En d'autres termes, s'ils disent chercher l'origine, ils n'en révèlent jamais que les sous-produits. Ils ne parlent que de transition d'un état à un autre, de processus permettant de comprendre l'apparition au cours de l'histoire d'un nouvel objet. Les origines qu'ils entrevoient ne sont donc que des origines secondaires, ce sont des commencements relatifs, eux-mêmes précédés d'autres commencements. Ces origines-là ne constituent donc pas le starting block primordial. Elles ne font qu'achever une étape de l'histoire.
Pour le dire en une phrase, commencer est toujours une façon d'en finir. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui l'a précédée et dont elle est la conclusion. Origine, finalement, ça veut dire conclusion. Encore un paradoxe. Et par exemple, si on voulait dire l'origine de l'univers, il faudrait raconter l'histoire qui a précédé son apparition et dont il est l'aboutissement. C'est donc admettre que son commencement a été précédé d'une antériorité, de sorte que l'origine dont on parle n'est pas la véritable origine. Et d'ailleurs, ça pose une question assez délicate qui est, cette chose qui était là avant l'univers, si elle a bien été là, est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est immanente? Autrement dit, est-ce qu'elle est hors de l'univers ou au sein même de l'univers? Avant de parler de physique, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce point. En général, on parle de l'origine d'une chose comme si elle faisait nécessairement partie de cette chose. Dans le langage courant, l'origine de l'univers est évoquée comme appartenant à l'univers, du moins à son histoire. Elle est censée faire partie de son tout premier début, si j'ose dire. Elle se confond même avec son début. Et dans ce cas-là, on peut confier aux physiciens la mission d'aller la saisir. Mais chose troublante, dès lors qu'on envisage non plus l'origine, mais le fondement de l'univers, qu'on s'enquiert sérieusement de son origine véritable, on suppose implicitement que l'univers n'a pas en lui-même son propre fondement et qu'il y a lieu par conséquent de chercher son origine en dehors de lui. C'est ce que disait Kant. La cause du monde est à l'extérieur du monde. Mais si l'origine du monde est hors du monde, cela ne revient-il pas ipso facto à considérer le monde comme contingent, à poser qu'il aurait pu ne pas être, autrement dit qu'il n'était pas nécessaire? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, maintenant, je dois vous parler un peu de physique, notamment du vide quantique, dont certains disent qu'il pourrait être à l'origine de l'univers. Alors, le vide et le néant sont deux choses différentes, hein. Le néant, c'est ce qui reste quand on a absolument tout enlevé, alors que le vide, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de spécifique, c'est quelque chose dont on ne peut rien extraire. Bon. Et donc, on pourrait définir le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc, ce qu'on appelle le vide va dépendre de la théorie qu'on prend comme référence. Selon qu'on prend la physique classique ou bien la mécanique quantique ou la relativité générale, on aura un résultat différent. Dans le cas de la physique quantique, on obtient un résultat intéressant parce que le vide quantique, c'est pas simplement l'espace-temps avec rien à l'intérieur, c'est l'espace-temps contenant certaines choses particulières sur lesquelles je ne vais pas tarder à revenir. Mais pour en donner une petite idée, je voudrais m'appuyer sur une expérience qui a été faite par Picasso, le peintre, à la fin de l'année 1945 et au début de l'année 1946. Il a peint 12 tableaux représentant le même taureau, mais de façon différente. Le premier tableau, qu'il a peint le 12 décembre 1945, représente un taureau tout de chair et de muscles, transpirant, massif, etc. Un peu plus tard, une semaine après, il a recommencé, il a peint un deuxième tableau, un peu moins charnu, un peu plus épuré, un peu plus abstrait, et ainsi de suite. Il a peint une série de taureaux qui le montrent de plus en plus géométrique, de plus en plus débarrassé de sa graisse ontologique. Et à la fin, le 17 janvier 1946, il a peint le dernier taureau qui se résume à quelques traits, quelques lignes. Et si par la pensée, on supprime l'une quelconque de ces lignes, on ne reconnaît plus qu'il s'agit d'un taureau. Autrement dit, Picasso est parvenu à une représentation minimale qui a évidé au maximum la figuration de départ. Mais à la fin, le taureau est toujours là, reconnaissable. Eh bien, on pourrait dire que le vide quantique, c'est pour la matière l'équivalent de ce dernier dessin. C'est le minimum qui doit exister pour que la matière qui est là soit possible. La physique quantique, pour ceux qui ne la connaissent pas, et je pense qu'ils sont rares puisqu'on en a beaucoup parlé les années précédentes à Florence, la physique quantique est à mains égards la théorie la plus folle de la physique. Elle est très éloignée des conceptions ordinaires du réel. Elle se formule en des lois qui défient l'imagination la plus débridée. Elle choque également le sens des mots en donnant à voir que le vide est tout le contraire d'un espace vide, comme je viens de le dire. Et c'est d'ailleurs le physicien Paul Dirac, britannique Paul Dirac, qui fut le premier à le comprendre. En fait, le vide est un espace habité, impossible à vider totalement. Il est empli de ce qu'on pourrait appeler de la matière fatiguée, de la matière qui est constituée de particules et d'antiparticules qui sont bel et bien présentes,
mais dont l'existence n'est que potentielle. Elles évoluent, ces particules et antiparticules, comme des fantômes qui ne possèdent pas assez d'énergie pour pouvoir se matérialiser et devenir directement observables. Ces particules et ces antiparticules qu'on appelle virtuelles s'ébrouent dans une sorte d'ontologie mollassonne. Alors pour réveiller ces belles au bois dormant qui sont dans le vide quantique, pour les faire exister vraiment, il est nécessaire de leur procurer l'énergie qui manque à leur pleine incarnation, c'est-à-dire ce qu'on appelle leur énergie de masse. mc carré, m étant leur masse et c la vitesse de la lumière selon la formule d'Einstein. Et c'est en l'occurrence le vide qui peut jouer le rôle de prince charmant. De fait, il joue plutôt le rôle d'un banquier pathologiquement impatient. Il n'accepte de prêter de l'énergie aux particules virtuelles qu'il contient qu'à la stricte condition qu'elle lui restitue très rapidement le montant de l'emprunt. Alors très rapidement, ça veut dire en l'occurrence en moins de 10 puissance moins 21 secondes. Et en vertu de ce contrat sévère, des paires de particules et d'antiparticules virtuelles peuvent devenir réelles et surgir du vide quantique, mais avec l'obligation d'y retourner presque aussitôt pour rembourser leur dette énergétique en s'annihilant. Le vide quantique ressemble donc à une sorte de volcan capricieux, éjectant de temps à autre des fragments incandescents que son antre récupère très vite. En fait, la physique quantique n'introduit pas de différence fondamentale entre un état physique contenant de la matière et un état physique n'en contenant pas. Les objets fondamentaux de la théorie sont ce qu'on appelle des champs quantiques qui s'étalent dans tout l'espace. La théorie quantique parle par exemple de champs électroniques plutôt que d'électrons proprement dit. Or, ce champ électronique possède la propriété d'être toujours présent, au sens où les équations de la physique quantique ne permettent pas d'imaginer une situation dans laquelle le champ serait totalement absent. En d'autres termes, le champ quantique est adhésif à l'espace, il ne peut pas en être décollé. Dès lors, comment envisager le vide? Il ne peut plus être considéré comme ce qui resterait si on enlevait ce champ, puisque ce champ ne peut pas être supprimé. Il devient plutôt un état particulier du champ, l'état dit fondamental, celui dont l'énergie est la plus basse possible. En d'autres termes, il est une sorte d'équivalent du dernier taureau de la série de Picasso que je viens d'évoquer, où l'animal se résume à quelques lignes, à son contour le plus épuré. Il n'y a donc pas de distinction formelle entre le vide et les autres états de la matière, de sorte qu'il devient impossible de lui accorder un statut qui soit réellement distinct. L'adhérence du champ quantique à l'espace est irrémédiable, de sorte qu'elle oblige à considérer le vide non plus comme un espace vide, mais comme un océan grouillant de particules virtuelles, capable, dans certaines conditions, d'accéder à l'existence. Le vide quantique étant tout sauf vide, il trahit la signification la plus flagrante de son signifiant. Il constitue en somme l'état de base dont émerge la matière, sans qu'elle coupe jamais son cordon ombilical. Il est l'utérus tonitruant du monde matériel. On pourrait même aller encore plus loin en suggérant que la physique quantique donne au vide un statut proche de celui qu'Aristote donnait à la matière, celui d'un support sans forme, d'un état de référence en puissance d'objet. Elle décrit en effet les manifestations du monde physique en termes d'excitation par rapport à l'état fondamental de la matière. Dès lors que le vide quantique contient en puissance toute la matière existante, qu'il est empli de particules virtuelles susceptibles de devenir réelles, pour peu qu'elles se procurent de l'énergie, peut-on imaginer qu'il ait spontanément engendré l'univers? Cette idée a beau être séduisante, elle n'est pas a priori défendable. Elle suppose en effet l'apport d'une énergie extérieure capable de matérialiser les particules virtuelles confinées dans le vide quantique. Or, par définition, l'univers n'est pas censé avoir d'extérieur. Pourtant, un certain nombre de physiciens ont déjoué cette impossibilité apparente en élaborant des scénarios au sein desquels le vide quantique joue effectivement le rôle de matrice de l'univers et la gravitation, celui de forceps apportant l'énergie. Ce modèle n'est qu'un modèle parmi d'autres, rien ne dit qu'il soit le bon, mais il est intéressant à étudier pour comprendre comment notre univers a pu germer au sein du vide quantique. Le travail de ces physiciens a consisté à effectuer ce qu'on pourrait appeler une greffe de la théorie de la relativité générale et de la physique quantique. Ils ont d'abord décrit le contenu matériel de l'univers en utilisant le formalisme de la physique quantique, puis ils ont supposé que ces particules qui composent ce contenu matériel subissaient la force de gravitation telle qu'Einstein l'a décrite. Qu'ont-ils constaté?
Ben, une succession d'étapes. La première étape, c'est que sous l'effet d'une expansion de l'espace suffisamment rapide, les particules virtuelles tapies dans le vide quantique acquièrent de l'énergie et s'actualisent, c'est-à-dire deviennent réelles. Dans cette opération, l'expansion de l'univers fait en somme office de réservoir d'énergie interne. Elle permet de faire jaillir de la matière, de la véritable matière, hors du vide quantique. Au passage, l'univers apparaîtrait ainsi comme un système très particulier, voire unique en son genre. Rien n'existe en dehors de lui, mais sa propre expansion lui apporterait de l'énergie, exactement comme si celle-ci provenait de l'extérieur. Deuxième étape, au cours de cette expansion, l'énergie du vide quantique demeure constante, puisqu'elle ne peut pas diminuer par définition, elle correspond, on l'a dit, à l'énergie minimale que l'univers peut avoir, tandis que celle de son contenu matériel est de plus en plus diluée et donc décroît progressivement. Et ce qui doit arriver arrive, à partir d'un certain moment, l'énergie qui domine au sein de l'univers devient l'énergie du vide quantique. L'expansion se poursuivant, l'état de l'univers finit même par ne plus se distinguer notablement du vide quantique, c'est-à-dire en l'occurrence de son état initial. Revenu à la case départ, il peut alors profiter d'une autre fluctuation du vide quantique pour entamer une nouvelle aventure cosmologique, analogue mais pas nécessairement identique à celle qui vient de vivre. Il se réplique ainsi inlassablement selon un processus énergétiquement gratuit. Rien ne permet évidemment de dire que ce modèle cosmologique est le meilleur, ni même qu'il soit pertinent, notamment parce qu'il ne résout pas le problème de l'incompatibilité de l'espace-temps de la relativité générale d'Einstein avec celui de la physique quantique. Les deux espaces-temps de ces théories sont complètement différents. Il propose seulement un collage, non une véritable unification. Mais il a ceci d'intellectuellement stimulant qu'il fait apparaître l'univers comme étant sa propre cause. L'univers s'auto-engendre à partir de son propre fond. Il résulte d'un état antérieur constitutif de lui-même. Et dans cette optique, l'histoire cosmologique devient l'aventure d'un univers qui se renouvelle périodiquement en réémergeant de lui-même. Le nôtre, aujourd'hui âgé de 13,7 milliards d'années, ne serait en réalité qu'un maillon de cette chaîne temporellement infinie, c'est-à-dire un élément parmi d'autres d'un vaste ensemble d'univers surgissant tels des bulles grâce à l'excitation par la gravitation de telle ou telle fluctuation du vide quantique. Vous remarquerez que ce scénario fait l'économie du Big Bang, tel qu'il est habituellement présenté, au sens où il met en scène un milieu particulier, le vide quantique, qui aurait préexisté à la fameuse explosion. Ce déjà-là constituerait une sorte d'être premier, de cuisse de Jupiter originelle, dont tous les autres éléments de réalité tireraient leur existence. Ce que nous appelons notre univers ne serait en somme qu'une effectuation événementielle de cet être existant de toute éternité. Il serait une sorte de boursouflure du vide quantique ayant fortement grossi à force d'expansion. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et avant de laisser la parole à ceux qui vont me suivre et à leur souhaiter bon courage, je voudrais vous livrer une anagramme qui vous aidera peut-être à réfléchir. L'origine de l'univers a pour anagramme un vide noir grésille. Je vous remercie pour votre attention.